De retour sur le plateau de l'Africa News, où nous sommes toujours accompagnés par nos éditorialistes Lucien Pambou, Camille Sari et Gracien Rokindikiza. Tout de suite, un dossier du jour. En 2004, dans le cadre du NEPAD, les responsables avaient annoncé leur objectif de faire de l'Afrique la destination du XXIe siècle. 10 ans plus tard, l'objectif n'est pas encore atteint. En 2011, sur 980 millions de touristes dans le monde, seulement 50 millions se sont rendus en Afrique. De ce fait, les opérateurs hôteliers et touristiques souhaitent diversifier leur clientèle en misant davantage sur le tourisme intérieur. Reportage de notre correspondant au Mali, Idrissa Sangaré. Depuis plusieurs années, on assiste à un changement de tendance dans le tourisme en Afrique. De plus en plus de jeunes Africains partent à la découverte des richesses de leur pays à travers les festivals, les rencontres religieuses ou les sorties scolaires. Le tourisme local prend peu à peu le dessus sur le tourisme international qui lui reste le principal source de revenus des acteurs du tourisme. Au Mali, le tourisme est un secteur en pleine crise depuis 2008. En cause, les enlèvements de visiteurs blancs dans la zone nord du pays au cours du dernier quinquennat des années 2000. L'insécurité doublée de la crise multidimensionnelle de 2012 entraîne une baisse du nombre de visiteurs de plus de 120 000 par an à moins de 100 000. Pour pallier à ces différents coups de frein au développement du secteur, les regards se sont tournés vers le tourisme interne ou local. Par exemple, le Mali a cette réputation par rapport à l'international. C'est-à-dire que ce n'est pas un tourisme de plaisance parce qu'on n'a pas de mer, on n'a pas de choses, mais ce qu'on a, c'est des sites. La preuve, nous aussi, les acteurs culturels aussi se déplacent pour contribuer à cette mobilité sur le plan national. Par exemple, nous, c'est grâce à une exposition qu'on a découvert Gao. On avait fait une exposition à Gao et il y avait énormément de monde. Donc des fois, le fait que les acteurs se déplacent, qu'ils aillent sur les sites eux-mêmes déjà, avec des fortes équipes, c'est quelque chose d'extrêmement bien. Et en plus, les grands événements, n'en parlons pas. Vous avez beaucoup de manifestations, de festivals qui s'organisent, mais maintenant pour avoir la comptabilisation des entrées ou bien des personnes qui fréquentent, ça c'est une autre histoire. Vous avez beaucoup de déplacements dans le cadre du tourisme religieux que nous ne pouvons pas jusqu'à présent encadrer, car ce sont des organisateurs privés et des religieux qui s'en occupent. Actuellement, nous sommes en train de voir comment l'administration nationale du tourisme peut s'impliquer dans l'organisation des festivals, au moins pour la partie comptabilisation de la fréquentation et dans l'organisation de tout ce qui est tourisme religieux. Vous avez les ziyaras de Bamba, de Damdalaï et autres. Ce tourisme est aussi en développement du fait de l'intérêt grandissant des universitaires et anthropologues. Pour les guides touristiques, cette nouvelle forme de tourisme les permet de se maintenir pendant les périodes de basse fréquentation. Cependant, il soulève le manque d'organisation entre le monde des études et les professionnels du tourisme. Je viens ici un peu pour vraiment étudier l'histoire un peu des sites touristiques, des sites naturels et des sites archéologiques qui sont ici. Mais c'est très mal organisé parce qu'il n'y a pas assez de cohérence avec les guides. Parce qu'on le voit souvent ici se promener, mais sans être accompagné, sans être avec les guides. Donc pour nous, les guides, ils ne reçoivent rien. Hein, ils ne récoltent rien, quoi. Parce que s'ils ne sont pas avec nous, ils ne vont pas connaître réellement les sites. Ici, c'est quand même un peu isolé pour vraiment quelqu'un qui n'a jamais été ici. Et la plupart de ces étudiants, c'est des gens qui sont dans Bamako ou ailleurs, vraiment qui ne sortent pas beaucoup. Voilà. Sinon, d'autres même disent que souvent on les rencontre, on leur pose des questions, ils disent qu'ils n'ont jamais été à Sibi, par exemple. Voilà. Au Mali, comme dans les autres pays de la sous-région, les différents établissements d'accueil ont pris en compte les attentes et les aspirations de cette nouvelle clientèle. Les nouveaux touristes sont en général de la nouvelle classe moyenne, en boom du fait de la croissance soutenue des pays de l'Afrique au sud du Sahara, qui est en moyenne de 5% chaque année. On a travaillé avec des matériaux locaux et c'est une façon d'intégrer la modernité dans notre culture. En alliant les deux, ça va dans la tendance de la mondialisation, c'est-à-dire apporter notre contribution aussi au rendez-vous du donner et du recevoir dans la culture. Le site, il faut le reconnaître, magnifique, dans un paysage, comme le nom l'indique, de la vallée. On a la sensation d'être carrément au milieu d'une forêt. Et ça fait vraiment la particularité. Tout comme les rencontres religieuses qui enregistrent de très grands nombres de déplacements à l'intérieur du pays, les festivals sont aussi l'une des principales causes de la mobilisation des touristes locaux.
Pour exemple, chaque année, le festival sur le Niger, qui se tient à Ségou, à 236 km de Bamako, réunit selon les organisateurs plus de 25 000 visiteurs maliens. C'est un boom extraordinaire. Quand on prend une ville comme Ségou, qui n'était même pas une destination, Ségou c'était pour aller à Bayangra, ou c'était un point de passage. Avec le festival sur le Niger, maintenant on a une moyenne de 25 000 personnes qui se déplacent des 4 coins du Mali. Donc je veux dire, ça c'est extraordinaire. Beaucoup de gens découvrent Ségou pour la première fois. Quand on prend des festivals comme Issakan, les gens sont allés au nord aussi, grâce à ce festival. Et comme Sibi qui n'est pas loin non plus, ça a une incidence extraordinaire en fait. Pour répondre à cette demande de plus en plus croissante, de nouvelles installations hôtelières se créent dans les villes dont la fréquentation grandit. À Sibi, à 45 km de la capitale malienne, un nouvel établissement a vu le jour. Le Colorado a connu une fréquentation constante depuis son ouverture il y a 4 mois et avec une clientèle aussi diverse que variée. Après 4 mois qu'on est là, c'est un tout nouveau hôtel. Les gens y viennent, il y a une affluence et les gens qui viennent reviennent. Ce qui veut dire qu'ils trouvent réponse à leurs besoins. Ça, c'est un aspect. L'aspect le plus important, c'est que nous sommes dans le pays mandingue, qui a une histoire, un peuple guerrier, un peuple debout, un cadre magnifique. Hein, on a les collines, on a, n'est-ce pas, la verdure, on a beaucoup de sites touristiques dans la zone. Et on a une affluence de clientèle aussi bien locale, internationale, européenne comme africaine. Si des millions de personnes se déplacent à l'intérieur du pays pour des raisons aussi diverses que variées, le contrôle de ces déplacements reste le principal problème dans la gestion du tourisme interne. L'absence de chiffres dans la gestion des déplacements internes, qu'ils soient d'ordre financier ou autres, en témoigne de la complexité pour les pouvoirs publics de cerner le tourisme interne. Des réflexions sont en cours afin de permettre à l'Office malien du tourisme et de l'hôtellerie de s'impliquer dans l'organisation des différents déplacements à l'intérieur du pays. Une initiative bien partagée par les autres pays de l'Afrique au sud du Sahara. Alors Lucia, ce qu'on apprend à travers le reportage, c'est aussi que les Africains connaissent mal en général leur propre pays. On a l'exemple par exemple au Kenya, les tour opérateurs font état d'un cadre sur 10 qui n'a jamais vu d'éléphant de sa vie. Mais oui, Khadija, ça peut faire sourire, mais c'est triste. Pourquoi les Africains ne connaissent pas leur propre pays? Parce qu'ils ne connaissent pas surtout leur propre histoire. Ils connaissent leur histoire, une histoire qui a été racontée par d'autres. Et je dis souvent ici, il y a des historiens en Afrique, mais ces historiens, que font-ils? Là, dans le domaine, par exemple, du tourisme, eh ben, l'histoire des sites archéologiques devait être, en effet, être répertoriée par les historiens dignes de ce nom et travailler ensemble, main dans la main, à la fois entre le ministère du tourisme, les agences de tourisme, les privés qui veulent se lancer, les guides et ces historiens. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une différence, et le reportage l'a bien mis en perspective, entre les pays ou les villes qui sont proches de l'eau, proches de la mer, et celles qui sont complètement à l'intérieur. Il y a beaucoup plus de facilité de créer des sites touristiques, si vous voulez, au bord de la mer, au bord de l'eau, que à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, souvent, le reportage l'a aussi mis en perspective, on ne sait pas où sont réellement situés ces sites. On nous a dit qu'il y avait un site quelque part. Donc il y a une réflexion de fond qui doit être menée. Alors sur le plan, je dirais, institutionnel, le plan de l'Union africaine, bon, le NEPAD fait ce qu'il peut, mais je pense que la réponse est d'abord une réponse interne qui part d'abord de manière locale avant d'élargir ça à un niveau régional, sous-régional et à un niveau régional. Mais alors, Gracia, comment expliquer les disparités en Afrique du Sud? Le tourisme intérieur a représenté 67% de l'industrie touristique en 2012 et a apporté tout de même 2 milliards de dollars à l'économie, alors que pendant la même année, le tourisme intérieur de manière générale en Afrique subsaharienne a enregistré une baisse. Tout dépend aussi de la zone au niveau culturel, du niveau culturel et d'éducation aussi des gens. En Afrique du Sud, on voit bien il y a un mélange de population, il y a des Noirs, des Blancs, beaucoup de gens qui veulent, donc ils sont curieux comme l'Afrique du Sud. C'est ouvert à l'intérieur, disons, du pays, il y a les Noirs, les Blancs, il n'y a plus d'apartheid. Les uns les autres ont besoin de voir qu'est-ce qui se passe, notamment il y a des Blancs qui veulent voir qu'est-ce qui se passe chez les Zoulous. On en parle, c'est comme si c'était dans un autre pays. Alors qu'en Afrique, le reste de l'Afrique, même au niveau de la formation, même au niveau dans les médias ou politiquement, on a du mal à penser déjà de l'intérieur. On voit surtout à l'extérieur. On va enseigner à l'université, même au lycée,
ce qui se passe à l'étranger, quels sont les sites touristiques de l'étranger, mais rarement ce qui est à l'intérieur. Et le problème aussi au niveau de l'Afrique, surtout l'Afrique noire, c'est que les élites regardent vers l'ancien colonisateur. C'est comme s'ils étaient toujours dans la formation, toujours dans une sorte de colonisation, entre guillemets, de voir qu'est-ce qui se passe à Paris, qu'est-ce qui se passe sur les Champs-Élysées. Mais on voit rarement des cadres, comme vous l'avez dit au niveau du Kenya, des cadres d'un pays, dans la capitale, qui vont à l'intérieur avec leurs enfants pour leur montrer, voilà ce qui se passe, voilà les sites touristiques, la culture qui se pratique. Ils ont tendance à se délaisser même de cette culture, à même l'oublier, à tel point que la culture, Lucien a parlé des historiens, il y a beaucoup de pays où ce sont les Blancs, disons les Européens, qui sont au courant de l'histoire d'un pays, alors que les historiens de ce même pays ne sont pas au courant. Ce sont les Européens qui écrivent des livres d'histoire, même des choses culturelles, alors qu'il y a des gens, des nationaux qui ne savent rien. Alors finalement, le tourisme intérieur, est-il tant une question de moyens quelque part? C'est une question de culture et une question de société, de mentalité également. C'est pas question de moyens parce qu'il y a des pays on peut se déplacer, on va à l'intérieur du pays pour voir les grands-parents ou les autres, on se déplace. C'est surtout question d'éducation, question de mentalité aussi, je dirais, de patriotisme. On commence par aimer son pays avant de regarder ce qui se passe à l'extérieur. Parce que quand on parle aux autres, on parle aussi du pays pour faire aimer le pays. Or, il faut d'abord connaître le pays pour parler de son pays. Ça passe par une politique de revalorisation justement du patrimoine du pays, Camille. Donc c'est également le rôle justement, du gouvernement de faire ça. Ah ben, tout à fait. Ce qu'on a constaté dans beaucoup de pays, c'est que vraiment ce patrimoine n'a pas été valorisé, n'a pas été entretenu. Et on a, à tort, beaucoup de gouvernements pensaient que le budget culture, par exemple, doit être sacrifié, que c'est pas la peine je dirais, d'entretenir, parce que ça coûte de l'argent. Mais c'est un tort, parce qu'il faut voir ces monuments comme un investissement. Il y a toujours cette différence importante, et ça a été dit dans le reportage, et ça a été, on le voit nous-mêmes, c'est qu'il y a le tourisme culturel. Vous prenez par exemple le Maroc. Le Maroc, c'est un pays, le tourisme, il est essentiellement culturel. C'est Marrakech, c'est, Ouarzazate, c'est vraiment des sites où il y a des palais, où il y a des mosquées, etc. Et, le tourisme balnéaire, il est récent et c'est même pas un succès au Maroc. Les gens, ils vont pas à la plage. Et quand ils partent en vacances, c'est pas la plage en tant que telle, parce que vous pouvez avoir pour un Européen, il peut aller dans le sud de la France. Le prix n'est pas le même. Hein. Oui, le prix est le même. Mais il y a ça, mais il ne faut pas oublier, on en a parlé, il faut des infrastructures, il faut des moyens de circulation. Moi, je pense aussi qu'il y a une idée à creuser, c'est l'échange de jeunes. Et ça se fait, Est-ce qu'au Maroc, le tourisme intérieur fonctionne bien les plus grands visiteurs en nombre du Maroc, ce sont les 5 millions d'immigrés, enfin de Marocains, de l'étranger. Mais ça, c'est vraiment pas... Ah oui, c'est le rôle de la diaspora, par contre. C'est le rôle de la diaspora, mais ça rapporte aussi beaucoup au pays. C'est régulier. Quand il y a eu l'attentat à Marrakech, tous ces Marocains, ils n'ont pas eu peur d'aller. Les Européens ont déserté. Par contre, les Marocains sont toujours là, ils sont fidèles. Il y a l'aspect familial, historique, mais il faut que le Maroc fasse attention, parce que la deuxième, troisième génération, elle n'aura pas la même envie d'aller dans le pays d'origine. Et là aussi, il y a le rôle aussi de l'éducation, c'est de faire aimer, et mes collègues, ils ont raison, il faut faire aimer le pays. Mais il faut aussi qu'il y ait un accueil, une politique d'accueil de cette diaspora. Et il y a un aspect qui me choque beaucoup dans beaucoup de pays africains, du nord au sud, c'est la différenciation visible de l'accueil. Quand il y a un Européen qui arrive, il est mieux accueilli que les locaux. Et ça, c'est visible. Moi, je le dis franchement, moi je l'ai dit, j'ai écrit à des ministres. Je leur ai dit, des fois on est mieux reçu en Asie que dans nos propres pays. Et ça, c'est un problème. Mais ma proposition d'échange de jeunes, par rapport à cela, Camille, justement, Lucien, en général, le tourisme intérieur, donc également le tourisme de la diaspora qui revient dans son pays d'origine, en général, apporte un petit peu moins pour les opérateurs
que le tourisme international. Oui, oui, bien sûr. Parce qu'ils consomment moins en général. Oui, oui, bien sûr, Khadija. Écoutez, la diaspora, quand elle est à l'extérieur, qu'elle rentre chez elle, elle ne va pas pour faire du tourisme, elle va pour voir la famille. Vous voyez, donc c'est déjà un élément important. Elle va pour voir la famille. Alors, de temps en temps, elle laisse quelques devises, si vous voulez, dans le pays. C'est vrai, mais des devises qui ne sont pas à la hauteur de ceux qui auraient, par exemple, été rapportés par un tourisme s'ils arrivaient et qu'ils faisaient du tourisme. Bon, ça c'est un premier élément. Il y a un autre élément, c'est que les sites existent, mais les gouvernants n'éprouvent pas le besoin de les mettre en valeur. Et puis, je vous mets vraiment au défi de me dire combien de pays du sud du Sahara ont des musées. Rien que ça, des musées où vous avez fou, les gens vont pour visiter. Alors certains y pensent maintenant, d'accord, bon, mais ces musées-là n'existent pas. Alors vous avez des privés qui construisent des hôtels, mais ces hôtels, en espérant accueillir effectivement des touristes, mais comment voulez-vous qu'il y ait un taux de remplissage satisfaisant dans les hôtels si les sites à visiter n'existent pas, si les infrastructures n'existent pas, si en effet les expositions n'existent pas. Donc l'Afrique possède en elle un certain nombre de potentialités, de ressources, mais il y a un problème de méthode, d'organisation. On ne sait pas faire. Et moi, je dis, à partir du moment où on ne sait pas faire, il n'y a pas de honte à apprendre. Il faut apprendre avec des gens qui le savent et ensuite devenir son propre maître. Même faire ce pas-là, on a beaucoup de mal. Vous avez des pays comme, je le dis toujours, la Tunisie, qui a une expérience forte dans l'organisation du tourisme, à tous les niveaux. Ce tourisme tunisien peut servir d'exemple où les hommes d'affaires tunisiens... Les Tunisiens essaient de sortir justement de cette réputation de tourisme de masse et ils n'y arrivent pas. Oui, ils n'y arrivent pas, mais ils ont... Par rapport aux autres, ils savent comment attirer, par exemple, la clientèle étrangère internationale. Ce que ne savent pas faire une partie des pays du sud de l'Afrique. Regardez au Mali. Quels sont les gens qui organisent pour aller visiter les sites Dogon, etc. Bon, c'est parce qu'on entend parler comme a dit. Ok, pas maintenant, c'est vrai, mais c'était qui? C'était les Européens. Alors, au Sénégal, en 2012, Gratien Youssou, alors ministre du Tourisme, avait négocié avec les syndicats hôteliers pour que les Sénégalais bénéficient d'une ristourne de 50% sur les tarifs des nuitées. Est-ce que ça aussi, ça peut jouer pour encourager le tourisme intérieur? Oui, ça peut jouer parce qu'il faut dire que les touristes du pays, les touristes nationaux n'ont pas les mêmes moyens que les touristes qui viennent de l'Europe, n'ont pas les mêmes salaires. C'est-à-dire ils auront du mal. Par exemple, s'il y a un site où il y a quelques hôtels de luxe, les nationaux ne pourront pas payer avec leur maigre salaire pour la plupart. Donc, s'il y a une diminution, une ristourne, c'est une bonne chose. D'abord, on les habitue. Après, ils vont continuer. Revenant juste à ce que Lucien disait, je pense qu'il manque aux Africains, ce n'est pas le savoir pour organiser les musées ou autres. Ce n'est pas le savoir-faire qui manque. C'est surtout la volonté, les pouvoirs. C'est la volonté de faire. Du moment où on a la volonté, il y a beaucoup de gens qui ont appris, il y a beaucoup, on peut, disons, apprendre dans d'autres pays. S'il y a la volonté, il manque cette volonté, c'est parce que beaucoup de dirigeants n'ont pas compris que ce tourisme peut apporter de l'argent et on va surtout s'orienter vers les secteurs soi-disant qui apportent de l'argent. On peut penser aussi. Alors, vous parlez justement de cette volonté des dirigeants. Il y a également donc une disparité dans le montant qu'apporte le tourisme aux économies des pays du continent. Alors, si on prend par exemple l'Afrique de l'Est, le tourisme représente 8,9% du PIB, contrairement à l'Afrique centrale où il ne représente qu'1%. Mais on peut revenir aussi à l'histoire. L'Afrique de l'Est a été colonisée par les Anglais. Les Anglais incitaient les colonisés à faire les affaires plutôt que de diriger, d'être des bureaucrates. Les Français encourageaient pratiquement former la bureaucratie, jamais pour faire les affaires. Ce qui fait que quand vous voyez les Kenyans, vous allez au Kenya, vous allez en Tanzanie, ils sont capables de vous vendre un stylo à combien vous allez l'acheter. Alors qu'en Afrique de l'Ouest, le sens commercial, il y a ce sens commercial qui manque. Ce n'est pas parce que le Kenya a beaucoup de choses à montrer. Oui, il y a les éléphants, il y a des lions, mais on trouve... Mais on a également en Afrique centrale. Il y en a aussi en Afrique centrale. Il y a les Maasai, on va les montrer, mais il y a aussi les autres de l'autre côté. Il y a d'autres qu'on peut montrer. On peut montrer les Bambara ou les Peuls, peu importe. Mais il y a surtout cette façon, ce côté commercial qui manque à l'Afrique de l'Ouest. Il y a aussi, je pense qu'au niveau de la croissance aussi, ça va aussi jouer parce que si l'Afrique de l'Ouest ne se dit pas
la bureaucratie, les fonctionnaires, on n'est pas formé pour être des fonctionnaires, mais on peut être formé pour faire les affaires. Il y a un point sur lequel vraiment j'insiste, c'est qu'il faut développer vraiment le tourisme intra-africain parce que ça peut être en croissance par rapport à un tourisme ouvert. Je m'explique. La Tunisie qui connaît beaucoup de difficultés, où j'incite beaucoup à aller en Tunisie, parce que j'y étais, il n'y a aucun problème, mais pour les Européens, ils ont peur. Ils ont peur d'y aller. Les Européens, ils ont peur d'y aller, parce que dès qu'il y a une manifestation, ils ne veulent pas. Par contre, il y a 1 million d'Algériens qui se rendent régulièrement en Tunisie. Il y a peut-être l'équivalent 1 million de Libyens, et on les voit, qui d'ailleurs ils sont partout. Et en plus, les Libyens, ils font ce qu'on appelle le tourisme médical, c'est-à-dire c'est des gros budgets. Et là, vous voyez, ça fait une stabilité par rapport à un tourisme qui peut être, il suffit qu'il y ait un attentat, il suffit qu'il y ait un problème. On va passer à la suite, Camille, on va mettre fin à ce débat. Je vais vous rappeler les principaux titres de l'actualité à retenir. En Égypte, la campagne électorale a été lancée samedi 3 mai dernier. Dans ce cadre, le candidat et homme fort égyptien, le maréchal El-Sisi, a accordé une interview à 2 chaînes privées ce lundi. Au cours de l'entretien, il a notamment promis qu'une fois élu, l'armée ne jouera aucun rôle dans l'exercice du pouvoir. En Afrique du Sud, les chiffres de l'emploi sont tombés 2 jours avant les élections générales du 7 mai. Le chômage a augmenté. Il atteint désormais 25,2% de la population active. Nouvelle pause dans l'Africa Newsroom à suivre nos dossiers de l'économie. Restez avec nous.